C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, là, j'ai la chance d'accueillir Pierre Etchart. Alors, Pierre Etchart, moi, je l'ai connu sur YouTube, principalement, hein, c'est le média que j'avais à l'époque. Il m'a retourné la tête, littéralement, parce que ça a été le premier à vulgariser un concept qu'on appelle l'homéorésie. Alors que nous, dans les écoles de naturopathie, on apprenait l'homéostasie. Et il a été le premier aussi à nous retourner la tête avec des petits punchlines, on va les garder pour plus tard, où vraiment on a l'impression d'être le mythe de la caverne, la personne qui a grimpé de la caverne et qui se prend un gros coup de soleil tellement que la réalité nous rattrape. Un petit peu à la Matrix, quand on voit Neo qui sort de la Matrix et qui tout d'un coup voit le monde réel pour la première fois, bah, c'est un petit peu le travail et une réalité qu'on arrive à trouver avec Pierre. Salut Pierre. Bonjour à toi et merci beaucoup pour cette invitation. Alors Pierre quand même, il est pas trop sur les médias. Il fait partie un petit peu d'un petit univers du Sud que j'adore, où on retrouve, Fabien Moine, on retrouve, aussi, Pierre de Véris TV. Ils ont tout un petit collectif où ils travaillent ensemble. Ils se complètent énormément, il y en a d'autres dans cette team et Pierre, c'est un petit peu, la personne qui va t'amener les anciens ouvrages. Alors c'est pour ça que je voulais vraiment l'inviter dans aujourd'hui, quoi. Il a aussi monté une école, Homéorésie du vivant. On va aussi en parler un petit peu, avec des noms qui m'ont tout de suite fait tilt, que j'ai pas forcément lu parce que c'est tellement complexe. Alors Pierre, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par l'homéorésie, si ça te va. Ouais. Voilà. Alors là, pour le coup, en commençant par l'homéorésie, on commence par la fin. Ah, Et oui, et ah, oui. Parce que le nom, justement, l'intitulé de cette école, donc, qui est une académie, hein, donc c'est Homéorésie et principes du vivant. C'est justement parce que justement, cette notion d'homéorésie, c'est un concept qui est très moderne et que j'essaye de populariser, de rendre accessible au plus grand nombre depuis maintenant à peu près 15 ans. hmm. Et donc j'ai fait plusieurs interventions, j'ai écrit plusieurs papiers, j'ai fait plusieurs conférences et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, mais vraiment un problème. C'est-à-dire qu'au moment des interventions, les gens avaient des réactions très fortes où ils avaient l'impression de comprendre des choses vraiment fondamentales. Et une fois que la conférence était terminée, le soufflet retombait. Alors que les implications de ce qu'on a partagé devaient véritablement donner les moyens aux gens de commencer à transformer leur vie, à changer leur façon de voir les choses. Mais il semblait qu'il manquait quelque chose pour que les gens vraiment puissent faire le lien entre ce qu'ils pensent avoir compris et la façon de le transférer dans leur quotidien et dans le monde d'aujourd'hui. Et donc là, moi, ça m'est arrivé, mais vraiment plusieurs fois. Et donc, je me suis évidemment immédiatement remis en question. C'est-à-dire, je me suis dit, là, il y a eu un problème, non pas dans leur compréhension, mais dans ma transmission. C'est-à-dire, moi, dans ma façon d'amener les choses, dans ma façon de faire, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai essayé de réfléchir dans la meilleure façon de le faire. Et je me suis rendu compte, effectivement, que l'homéorésie, en fait, est un concept qui s'inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que c'est la conséquence d'autres conséquences et d'autres conséquences qui ont une cause commune. Et donc, si on n'étudie pas l'ensemble, il est improbable de pouvoir, si tu veux, appréhender le concept d'homéorésie. Pour faire court, il y Ah, t'as a le temps. notamment dans la formation là, de cette année au sein de l'Académie Homéorésie et Principes du Vivant, la formation, elle dure 7 mois. Elle dure 7 mois, il y a 3 modules. Le premier module qui a eu lieu en mars, c'était sur l'homéostasie. Le second, qui va avoir lieu là dans 10 jours, donc au mois de mai, va être sur l'homéostasie, sur l'hormèse, pardon. Et le dernier module, qui sera en octobre, lui sera consacré à l'homéorésie. Pourquoi? Tout simplement parce que tout commence déjà par l'homéostasie. Au départ, l'homéostasie est un concept qui a été, mis en place, donc les éléments ont été mis en place par Claude Bernard en parlant du milieu intérieur, mais le terme lui-même a été créé donc Bradford, alors, Cannon. Bradford Cannon, mais si tu veux, plus que Bradford Cannon, c'est une association entre, parce que lui, c'était un physiologiste aussi, hein, Bradford Cannon, mais si tu veux, il a vraiment utilisé le concept et le raisonnement de Claude Bernard pour créer ce néologisme qu'est l'homéostasie. Donc, c'est très difficile de dissocier le terme d'homéostasie entre Claude Bernard et Bradford Cannon. Mais bon, en tout cas,
À eux deux, ils ont créé ce nouveau terme. Pourquoi? Parce qu'ils ont, et ça vraiment j'ai insisté lors du premier module, c'est que c'est un néologisme. Ça veut dire qu'on crée un nouveau mot parce qu'on considère que le concept face auquel nous sommes est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il est révolutionnaire dans notre conceptualisation. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un autre mot qui existe déjà pour décrire ce que nous venons de comprendre. Donc, historiquement déjà, le fait d'avoir posé un néologisme veut dire qu'il y a une révolution conceptuelle. Déjà, ça c'est très important. Et cette révolution conceptuelle, elle est dépendante des avancées techniques et technologiques qui sont apparues à cette époque-là en sciences. D'accord? Sauf que l'époque dont nous parlons, il s'agit en fait de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. D'accord? Et le 20e siècle a été une période extrêmement, extrêmement féconde en termes de révolution. C'est-à-dire que les avancées techniques et technologiques ont permis d'analyser, de tester, de mesurer de façon mais vraiment très, 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 très précise et donc de faire évoluer de la même façon tous nos concepts. Sauf que le concept d'homéostasie lui-même n'a pas véritablement évolué, je dirais, dans la grande majorité de la population. C'est-à-dire que, oui. Est-ce que je peux me permettre de caler une définition pour ceux qui ne sont pas néophytes du terme homéostasie et te laisser Oui, mais continuer? justement, Ah ouais, vas-y. le travail du premier module était justement de redéfinir cette dimension d'homéostasie. Mais l'homéostasie, si tu veux, il fait référence en physiologie aux notions de stabilisation, c'est-à-dire de réglage chez les organismes vivants et de certaines caractéristiques physiologiques, tu vois, comme la pression artérielle, la température. Donc, on parle en fait d'un état d'équilibre qui est nécessaire dans l'organisme pour que le vivant puisse fonctionner. C'est de ça dont on parle. Et aujourd'hui, tu vas trouver des définitions qui disent par exemple qu'en biologie et en systémique, l'homéostasie est un phénomène par lequel un facteur clé, d'accord, donc tu prends la pression artérielle, la température, ce que tu veux, va être maintenu autour d'une valeur bénéfique pour le système considéré grâce à un processus de régulation. Ah, D'accord? c'est réducteur quand même. Exactement. Et là, si tu veux, les éléments réducteurs, ils sont extrêmement nombreux. Extrêmement nombreux. Extrêmement. Et ça, donc l'idée du premier module, ça a été déjà de décortiquer et de se rendre compte du réductionnisme qu'il y avait dans cette définition. Et de la même façon que cette analyse, elle est faite dans un système subjectif. D'accord? C'est-à-dire que tu vas créer un modèle à partir d'un système que tu auras réduit. Or, nous savons, avec toutes les propriétés émergentes et toute la science de la complexité, que le tout n'est pas la somme de ses parties. Donc, quand tu étudies une dimension trop réduite du système, ce que tu vas en déduire au sein de ce système ne pourra pas être extrapolé sur le système global. Tu comprends? Donc, Ouais, si non, par mais exemple, moi, j'isole ton foie ou ton rein pour l'étudier, d'accord? ah, ça, Les c'est éléments, les éléments que je vais obtenir sur ce rein ou sur ce foie, en l'analysant, ne pourra pas être extrapolable sur le système entier. Parce qu'avec le système entier, tu intègres des boucles de rétroaction supplémentaires, des régulations supplémentaires dont tu ne tiens pas compte en fait dans la partie réduite, et donc tu vas obtenir un tout autre résultat. je crois que Donc, c'est toi un jour. oui, Je crois que c'est toi un jour qui disait on ne peut parler de foi sans parler vraiment de l'ensemble de. On oui, peut ça appeler c'est un foie sans parler de l'ensemble de la machine, quoi. c'est ça, c'est vraiment l'anecdote que je ressors souvent parce qu'elle m'avait vraiment marqué et ça avait été le début pour moi d'une grande compréhension. C'est que c'était lors d'un cours de dissection, justement, où j'étais avec un ami qui, lui, par contre, voulait devenir médecin et on était en train de faire une dissection, donc on disséquait un foie. Et à ce moment-là, je lui disais, donc là, c'était pour le taquiner vraiment, mais c'était vrai. Je lui disais, mais tu sais que ce foie-là, celui que tu vois là, il n'existe pas. Je lui avais carrément dit, il n'existe pas. Et ça, si tu veux, au début, il m'a pris vraiment pour un fou. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais regarde-le, ce foie, tu vois, on le délimite bien là. Il n'existe pas.
Et il comprenait vraiment pas, parce qu'il voyait quand même que j'étais sérieux. Et je lui explique en fait que ce foie, là, tel qu'on l'a réduit, il n'existe pas, parce que ce foie n'existe que par ses relations avec l'ensemble des structures du corps humain. D'accord? Parce qu'il échange au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, au niveau du système vasculaire, avec tous les autres systèmes. Donc, si tu n'es pas capable, en fait, de l'étudier avec l'ensemble, l'intégralité des interrelations auxquelles il est rattaché, qui lui donnent son identité, eh bien, en fait, ce que tu étudies, ce n'est pas le foie. C'est un morceau de tissu conjonctif. Ouais, c'est un mauvais livre sur le foie. C'est quelqu'un qui Oui, a lu sur le foie et qui te recopie, du recopie, du mais recopie, c'est il a ça. lu. Et c'est en fait, et c'est la grande différence entre les gens qui vont apprendre du vivant exclusivement à partir de la dissection, et les gens qui vont utiliser la dissection comme une approche analytique pour pouvoir vraiment approcher progressivement quelque chose qui est extrêmement complexe si on veut l'aborder d'un bloc dans son intégralité, mais qui vont le repositionner par la suite dans quelque chose de beaucoup plus global. Hein, c'est-à-dire, par exemple, tu étudies ta dissection par rapport à l'anatomie que tu crois avoir comprise, tu regardes, tu vois effectivement qu'il y a certains éléments, et après, par exemple, au cabinet, pour les ostéopathes, quand tu poses tes mains, et que tu conscientises en fait la place et le travail du foie par rapport à l'ensemble du système, là, tu mets en, tu mets en contrainte, c'est-à-dire tu évalues la part que tu peux vraiment extrapoler du corps inerte au corps vivant. Mais c'est toujours le corps vivant qui va trancher et qui va te dire, oui, de ce que tu as cru comprendre de la dissection, ça c'est juste. Par contre, là, il y a encore des choses que tu n'as pas bien comprises. Et c'est passionnant comme truc parce que c'est vrai que tu es ostéopathe et Oui, ça, mine de rien, tu touches les gens. Donc et quand oui, tu quand tu as repéré déjà dans un premier truc, dans un premier toucher: «Ah le foie là, il y a quelque chose mm, qui se passe, il y a telle cerne, tu appuies sur tel point, c'est douloureux». Tu as une vision beaucoup plus, globale, et dynamique, le corps te parle. tout à fait, tout à fait. Et quand tu as comme ça contacté des milliers de fois, tu te rends compte au bout d'un moment que, en fait, il n'y a aucun foie qui est pareil. Mais vraiment aucun, 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 aucun. Alors, il y a des aspects, il y a des tendances sur certains éléments caractéristiques tissulaires, mais globalement, c'est-à-dire quand tu le repositionnes par rapport aux autres éléments, en fait, tu te rends compte que chaque fois est unique. Et c'est ça, en fait, c'est cette spécificité, nous, qu'on recherche pour pouvoir faire un diagnostic et du coup un traitement qui soit le plus efficace, en tout cas dans la façon que j'ai moi de le penser. Mmh. Moi, je m'étais amusé à récupérer quelques définitions, du coup, de Walter Cannon, de Ouais, Claude Bernard, ouais. Michat et tout, justement parce que pour replacer un petit peu ce contexte et Mhm. effectivement, je pense que comme on est, comme tu dis, 1800, fin 1800, en fait, Ouais. on n'avait pas forcément encore une maturité, en tout cas dans les écrits que d'autres ont vus après. C'est pour ça que tu as Tout à raison fait. d'avoir une chronologie. Mhm. Walter, Cannon, lui, nous disait: «L'homéostasie est l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie». Mhm. Voilà, simple, efficace. Claude Bernard: «L'homéostasie, la capacité que peut avoir un système quelconque à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures». Donc là, il y a une notion, du coup, de notre biologie vis-à-vis de cet environnement. Voilà. C'est ça. Après C'est ça, c'est après ça. je vais juste rebondir sur Bichat qui a dit une phrase très connue: Mmh. «La vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort». Celle-ci, je l'adore. Oui, et moi je serais taquin avec cette phrase. Vas-y. Moi je serais très, très taquin parce que j'ai presque envie même de dire que je suis pas forcément d'accord. Parce que, heu, dans cette vision, il y a une opposition en fait qui est faite entre la vie et la mort. Or, ce que nous avons, aujourd'hui, compris, notamment en biophysique, c'est que, la vie est est une empreinte, en fait, ou alors je dirais plutôt que la mort est une empreinte de la vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, il y a une dualité entre la vie et la mort et donc du coup, on on adapte nos vies en disant: ben on vit, jusqu'à attendre la mort». Or, quand on voit, même physiologiquement, on se rend compte que ce qui nous permet de vivre,
où ce qui donne la vie dans l'organisme, c'est ce qui nous tue. Je prends un exemple très simple, l'oxygène. Mmh. L'oxygène, c'est l'élément qui nous est, dans la temporalité, le plus indispensable. C'est-à-dire que c'est l'élément, dont si tu en es privé, c'est avec celui-là que tu décèdes le plus vite. Ouais, tu peux ne pas dormir pendant 1 jour et demi, tu peux ne pas manger pendant, presque, 3 semaines, tu peux ne pas boire pendant plusieurs jours. Par contre, respirer, c'est pas possible. Respirer, tu en as besoin dans les minutes qui suivent. Sinon, tu décèdes. C'est pas possible. Donc, on voit vraiment que la respiration, l'oxygène, pour l'organisme, c'est quelque chose de prépondérant. Or, c'est là, l'oxygène, c'est ce qui est à l'origine de l'oxydation de nos cellules. Et c'est l'oxydation des cellules qui entraîne le vieillissement des cellules. Et donc, c'est cette oxydation et ce vieillissement qui fait que nous sommes mortels et que nous mourrons par la suite. Donc, ce qui nous permet d'être vivants, c'est ce qui nous tue. Donc, au lieu d'avoir une vision en fait opposée et séparée de la vie et de la mort, moi j'ai vraiment, et je transmets, une vision qui est intriquée, interdépendante. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, bon, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai des tatouages. Ah, Je suis, j'en ai je suis partout. bordé. J'ai le corps intégral et j'ai un tatouage ici qui avait beaucoup fait parler, qui est Mors Vitae Causa. Et ça veut dire en fait que la mort est ma raison de vivre. Et donc les gens au début se sont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu suicidaire, tu es devenu gothique, mais pas du tout. Pas du tout en fait. Ce que signifie cette phrase, c'est tout simplement que c'est grâce au fait que je suis mortel que j'ai la chance d'être en vie. Parce que si j'avais pas la chance de mourir un jour, mais je pourrais tout simplement pas vivre. Alors, quand j'entends des phrases comme ça, j'arrive à faire ça fait écho par rapport à des choses que j'ai lues beaucoup plus Ouais, anciennes. ouais. Hem, une dimension que peu parle finalement en naturopathie, je vais utiliser un terme fort, c'est l'occultisme, Ouais. c'est-à-dire concrètement Mmh. ce qui n'est pas visible à l'œil, prenez-le Tout comme à fait, ça. tout Et il à y a fait. énormément d'auteurs qui l'utilisent, que ce Et oui, soit, et oui, Claude Bernard, on l'a évoqué, je pense surtout, absolument. Paul Carton, il a écrit un livre là-dessus. Tout à fait. Heu, Berthollet en a parlé aussi. C'est quelque chose de très fort de Ouais, sens ouais, qui remonte à plusieurs écoles, ouais, de l'Antiquité, aussi exactement. bien d'Hermès Trismégiste que même, moi qui suis pas catholique ou religieux, Mmh. de Mmh. l'enseignement essénien qu'il y a derrière, justement. Absolument, absolument, Il y a un absolument. livre qui est fou sur le thème, de Paul Carton qui s'appelle, «Bienheureux ceux qui souffrent». Bam! Punchline direct Mais oui, mais hein, oui, à mais oui, l'accueil. bien sûr, mais bien sûr. C'est, ça, c'est et c'est on est rempli, si tu veux, aujourd'hui dans notre savoir de fausses évidences et de fausses croyances. Tu vois, le dernier cours que j'ai fait, le dernier cours que j'ai fait notamment au sein du CNH, c'était en tout début d'année, c'était sur la douleur, d'accord? Et là, de la même façon, si tu veux, donc pendant une semaine, j'ai expliqué historiquement, physiologiquement, scientifiquement, pourquoi est-ce que, les voies de la douleur dont on parle n'existent pas? Pourquoi est-ce que c'est un mythe, ces voies de la douleur? Et donc là, et pourtant quand on entend ça, on se dit: «Mais attends, comment ça, voies de la C'est douleur, on connaît bien, c'est» et pourtant non. Pourtant les voies de la douleur, telles qu'on en parle, c'est un mythe et c'est un mythe qui entraîne la conception d'une réalité qui nous empêche d'utiliser en fait notre plein potentiel. tu Parce vois, c'est que ce mythe des voies de la douleur rentre dans une démarche totalement de passivité, c'est-à-dire que ça crée une espèce de fatalité de notre état. Nous sommes des êtres voilà, qui sont faits pour avoir mal, et puis basta. Alors que quand on étudie vraiment ce que l'on nomme les voies de la douleur, euh, ça nous redonne en fait un pouvoir complet sur la façon de vivre cette vie et surtout d'interagir avec la douleur. Parce que la douleur, tout comme la douleur et la mort, ce sont deux éléments qui sont indissociables. Indissociables. Parce qu'aujourd'hui, si les gens inconsciemment ont peur d'avoir mal, c'est parce ils ont peur de mourir.
c'est quelque chose qui est complètement relié. Et donc, c'était très important pour moi, donc que ce soit au sein du CNH ou avec l'académie, là, de reprendre ces éléments fondamentaux qui pilotent en fait notre comportement. Parce qu'aujourd'hui, si la plupart des gens se soignent comme ils se soignent, c'est pas pour des raisons de choix, c'est pour des raisons de peur. Parce ils font pas ça parce qu'ils croient ou ils ont compris des choses dans la façon dont fonctionne le vivant. C'est parce qu'ils ont peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Donc peur de mourir, peur de tomber gravement malade, mais c'est la peur en fait qui génère ça. Et ça, c'est vraiment problématique. Il faut arriver, à mon sens, à redonner euh, une objectivité et donc un pouvoir à l'ensemble des personnes qui vont avoir des décisions à prendre, que ce soit sur leur vie ou la vie de leur famille. Moi, je vois ça un petit peu pour donner une image à un énorme sablier où d'un côté, tu as tout ce qui t'amène à la vie, ton début de vie, ta jeunesse, ton enfance. De l'autre, la mort. Ton goulot d'étranglement, c'est justement cette capacité ou non à le fameux anti-aging à vieillir, entre guillemets, Ouais. et Mhm. cet regard extérieur de toi qui est en train de voir ce sablier plus ou moins se remplir. Mhm. Euh, Dans cette notion de bienheureux ceux qui souffrent, on renvoie finalement à quelque chose de très ancien, c'est-à-dire, on va en reparler après avec l'hormèse, mais quand par exemple tu as échappé à la mort, quand par exemple tu as jeûné de manière très long terme, que tu as fait un supplice à la salle de sport, par exemple en musculation, un Mhm. truc très Mhm. dur, très hard, tous ces moyens-là font que la première pomme que tu vas prendre, que tu vas croquer, la première balade que tu vas faire, tu vas l'apprécier. Ça va être la meilleure chose de la journée. Et aujourd'hui, on est tellement dans une société où tout le monde a tout, tout est confort et personne ne s'en rend compte, qu'on est dans une mollesse, dans une tiédeur, où les gens finalement se voient moribonds en train de, voilà, de pas savoir la chance qu'ils ont. C'est ça. Et alors, moi, je ferai juste une petite précision par rapport à ta citation. C'est-à-dire qu'au au lieu de dire heureux, donc la personne qui souffre, je dirais plutôt heureux celui qui ressent la douleur. Donc, je fais un distinguo très important entre la douleur et la souffrance, si tu veux, parce que autant la douleur, c'est un élément c'est comme la mort, en fait, c'est quelque chose qui est indispensable au vivant, et c'est ça qui nous permet, en fait, d'avancer. Autant la souffrance est une interprétation de la douleur. Donc, c'est une interprétation en fonction de notre modèle de pensée, de notre culture. Je te donne un exemple. Face à, par exemple, je sais pas, une personne, par exemple, qui va être habituée à travailler beaucoup avec ses mains, tu vois, par exemple, un ébéniste ou quoi, il va passer une grande partie de son temps, qui est passionné hein, par le bois, il va passer une grande partie de son à se rentrer des échardes dans les doigts, dans les mains, partout. Ok. Eh bien, cette personne-là va beaucoup moins souffrir des échardes parce que ces échardes-là ont un sens pour lui. C'est le travail, la passion qu'il a pour le bois. Et même au départ, il y a de fortes chances pour qu'il ne les ressente pas, tellement il est omnibulé, porté par ce qu'il va produire avec ce bois. Alors qu'une autre personne qui ne travaille pas du tout là, qui travaille dans les bureaux par exemple, d'accord, et qui se rentre une écharde, mais non seulement elle va avoir mal, mais elle va probablement en souffrir. Parce que pour elle, c'est de la douleur, il ne faut pas, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc c'est quelque chose un mécanisme qui va amplifier la sensation. Alors que dans les deux cas, il y a de la douleur qui prévient en fait le système justement il y a une atteinte au niveau du tissu. Mais ça va être interprété différemment. Donc la douleur, si tu veux, c'est quelque chose qui nous protège de la dégradation des tissus. Par contre, la souffrance, c'est une interprétation émotionnelle, culturelle, qui va donner une teinte totalement subjective sur la douleur. La douleur est quelque chose d'objectif, qui est mesurable. Par contre, la souffrance est quelque chose de totalement subjectif et qui est spécifique à chacun. Bah, Donc, d'ailleurs, oui. ouais, ouais, vas-y, vas-y. Donc moi, je ne souhaite à personne, en fait, de souffrir. Par contre, je souhaite à tout le monde de prendre la mesure et la chance de la douleur. D'ailleurs, pour revenir sur les tatouages, parce que ça parle à beaucoup de gens. Ouais. Quand tu te fais tatouer, justement, tu essayes de trouver un peu le confort dans l'inconfort. Ça, je Ouais. paraphrase Pierre Dufraise. Tu Mhm. essayes un petit peu des limites de profiter de ton moment. C'est paradoxal, hein. Tu sais que tu as Oui. mal, tu sais que tu es là, mais c'est un moment que tu as choisi délibérément.
Donc tu t'es échappé finalement de cette bassesse de l'esprit mental de douleur égale danger égale fuite, où tu es: «Je suis au-dessus, je contrôle et je vais de l'avant». Enfin, je sais pas. Mais tu vois, ça, c'est exactement ce qui illustre, ce qui peut illustrer le mythe de la voie, des voies de la douleur. C'est-à-dire que là, la douleur qui va être les la douleur qui va être exercée va être exactement la même dans les 2 situations. La personne qui se fait un tatouage, si tu veux, pour qui il y a vraiment, un travail derrière, qui a beaucoup de sens, et une personne qui fait un tatouage, mais qui n'a absolument aucun sens et qui le fait, juste sur un coup de tête, et même qui n'est pas forcément convaincu, mais qui sent que bon, voilà, il est porté et donc il le fait. Eh bien, la première personne, pour qui ça a du sens, pour qui ça a travaillé, la douleur ne va pas du tout, du tout générer de souffrance. C'est une douleur même qui va être compensée par la production d'endorphine, d'adrénaline et de noradrénaline, et ça va être quelque chose qui va être même agréablement vécu. Alors que la deuxième personne, il va y avoir une résistance, il va y avoir une inflammation probablement beaucoup plus importante, il va y avoir de la rougeur, il va y avoir même de l'hémorragie, il y a des vaisseaux qui vont peut-être sauter beaucoup plus rapidement, tout simplement parce que la personne n'a pas donné de sens en fait à ce qu'elle fait là. Et donc le corps, il comprend pas. Il se dit, mais attends, tu es en train d'attaquer l'organisme pour quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Et donc on voit bien que pour une même stimulation objectivable, on peut avoir des résultats totalement différents. Totalement Et différents. pour rebondir sur ton exemple, je sais pas si c'est toi ou Pierre qui en parlait, des gens, tu vois, au Japon qui je crois que c'est Pierre Dufraisse. Les Ouais, gens au Japon, du coup, qui se font, ensevelir, lors d'un séisme et il y ouais, en a qu'on va retrouver, du coup, pas morts et d'autres qu'on va retrouver morts parce qu'ils vont paniquer et ils vont avoir pas du tout exactement. la même vision de ce qui leur arrive, Oui, quoi. ils vont pas avoir la même posture en fait. Ils vont pas analyser la situation de la même façon. Et c'est c'est ce qui va être déterminant en fait. C'est ce qui va être déterminant. Donc, Il y a une ça montre à quel point notre façon de voir les choses, c'est-à-dire notre façon de penser le monde, est déterminant, beaucoup plus que de la façon dont il agit sur nous. D'ailleurs, c'est ta phrase, toi, tu dis: «On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense». Ça, c'est toi, ça. Exactement, exactement. Ouais. Bah, oui, ça Ouais. c'est vraiment la conclusion, la synthèse, si tu veux, aujourd'hui de tout le travail que je fais, et qui replace, en fait, cette phrase, elle replace le vivant, dans une dimension de responsabilité, dans une position d'éthique et d'humilité. C'est vraiment les 3 termes, qui reviennent, mais c'est vrai que oui, on ne voit pas le monde tel qu'il est. Et vraiment, c'est la façon dont on a de structurer notre pensée, de vivre nos expériences, d'interagir avec, qui va être projetée sur le monde et avec lequel on va pouvoir interagir. Moi, j'ai une phrase que j'adore, de Sénèque, qui est aussi un des pères, mine de rien, de la naturo, Mmh, qui mmh, mmh, Paul Carton en a fait un livre, incroyable. La mmh. citation, elle est simple, c'est, «La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie». Mmh, Tu vois? c'est Je suis un ça. peu fan de ça, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah, mais Et là par contre, cette phrase, je suis totalement d'accord. Et tu vois, concrètement, tu vois, quand toi, tu as des patients qui passent entre tes mains, ou moi, Mmh, pareil, quand j'avais des patients qui passaient entre mes mains, j'essaie de leur apprendre cette notion un petit peu d'antifragilité, en leur mmh, disant: «Là, tu as un début de parcours qui s'amène à toi pour ta santé. Il va mmh, falloir aussi apprendre à devenir plus fort mentalement, à changer ta perception, tu vois, de t'élever un petit peu parce que sinon, mmh, ça va être trop douloureux par rapport à ce que c'est». Alors qu'une autre personne qui a du coup fait ce chemin avant toi, ça va passer peanuts, tu vois? oui, Je pense à un oui. truc tout bête, les régimes diététiques pour les maladies auto-immunes spécifiques, c'est facile pour l'un et c'est impossible pour l'autre. Tout dépend Mmh. finalement de la perception de base. Exactement. Mais Mmh. tout part de là, en fait. Tout part de notre projection dans le monde, hein. Tout dépend de la façon dont on perçoit les choses. Parce que si ce qu'on projette a du sens, ça va s'ancrer, en fait. Ça va s'installer, ça va se faire naturellement. Par contre, si ça n'a pas de sens, parce que c'est quelque chose qui ne nous parle pas forcément, ou que c'est quelque chose, ou que c'est simplement l'idée de quelqu'un d'autre que l'on applique, bah, ça va pas pouvoir fonctionner. C'est pour ça que les recettes, miracles, ça ne fonctionne pas en fait, et que si ça a fonctionné pour une personne, ça ne fonctionnera pas forcément pour une autre personne. Et c'est du coup une dimension,
qui rejoint un petit peu tous les métiers, de la santé, que ce soit ostéo, kiné, chiro, naturopathe et autres, c'est qu'il y a quand même une dimension de responsabilité et sur cette base de responsabilité, cette notion, d'apprendre finalement à relever les embûches et à changer son point de vue. En fait, la plupart des gens qui sont dans une mollesse, dans une tiédeur actuelle avec ce qu'ils ont vécu dans le passé, Mmh mh. ont Mmh. un trésor en eux où ils ont cette capacité, d'aller au-delà de ce qu'ils pensent. L'exemple du coach sportif qui Mmh. cale son élève pour la première fois sur une presse à cuisse avec seulement 100 kilos. La Mmh. nana va dire ou le mec: «Ah, j'y arriverai pas». Il Mmh. finalement, la personne va se rendre compte que c'est super facile. Tout Les à fait. gens ont un tel trésor en eux et ils ne l'exploitent pas. Oui, parce que, ils sont, bridés par leurs pensées, en fait. Mmh. C'est vraiment là que ça se passe, hein. C'est à partir du moment où on accepte que nous pouvons l'impossible, les choses, elles se font. Par contre, si on part en disant effectivement oui, si on est persuadé qu'on n'y arrivera pas ou que c'est pas possible, mais tout autour de nous va se mettre en place pour que ce ne soit pas possible. C'est pour ça C'est qu'une des voies aussi les plus difficiles et les plus, louables de guérison, c'est l'hormèse. Combien de personnes ont guéri, de maladies très graves parce qu'ils se sont rendus compte un petit peu, de la de leur potentiel de travail et d'effort. Les mecs qui ont commencé à faire des bains froids tous les jours, un truc vous vous rendez compte? Aller tous les jours vous baigner dans de l'eau à 2 degrés, 5 degrés, comme certains témoignages font, c'est très dur, ça demande une force mentale. Donc à côté de ça, faire une diététique pour une maladie auto-immune, c'est peanuts. chacun se place à un endroit différent et ne percevra pas ce que l'on dit de l'hormèse actuellement de la même façon. Et c'est pour ça que le deuxième module là, que l'on fait dans 10 jours, qui est sur l'hormèse, aura justement pour objectif de resituer ce qu'est véritablement l'hormèse, à mon sens, de mon point de vue, par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui. Parce qu'on parle toujours de l'hormèse comme un élément qui nous sort simplement je dirais, de notre zone de confort. Mais je pense que ce n'est pas si simple que ça et que c'est très, très difficile, par exemple, de distinguer l'homéostasie de l'hormèse, tu vois? Et donc je me rends compte là, en te disant ça, que tout à l'heure, j'ai pas terminé le raisonnement global où j'expliquais justement pourquoi est-ce que l'homéorésie, en fait, est le point final. Parce que justement, l'homéostasie qui n'a pas intégré, en tout cas actuellement, n'a pas intégré depuis la fin du 19e siècle, toutes les révolutions scientifiques qui ont eu lieu depuis pour redéfinir ou pour faire une mise à jour, en fait, de ce concept d'homéostasie. Aujourd'hui, on le voit encore avec les anciens concepts. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité, avec tout ce que nous savons, de faire une mise à jour pour obtenir, si tu veux, des nouvelles lunettes qui nous permettent de voir le monde, en tout cas au niveau de l'homéostasie, de façon différente. D'accord? Et ce sont ces lunettes-là qui nous permettent d'obtenir une base pour pouvoir aller aborder l'hormèse, qui est le deuxième module. D'accord? C'est-à-dire que sans faire l'homéostasie, sans moderniser le principe d'homéostasie au départ, il est impossible en fait d'appréhender l'hormèse. Ou alors tu vas l'appréhender, mais de façon très superficielle. Et donc tu vas lui attribuer des propriétés extrêmement réductrices, en prenant le risque de passer à côté du message essentiel, ou en tout cas du potentiel, du vrai potentiel qu'il y a derrière. D'accord? Et donc, tout ce travail qui a été fait sur l'homéostasie sur le premier module va nous permettre, là, mais dans 10 jours, d'utiliser ces bases pour aller traiter et faire le même travail sur l'hormèse. Et donc, on va voir en fait que c'est une continuité. Et donc, on redéfinira par la suite tout ce travail par rapport à l'hormèse. Et à la fin de ça, on va obtenir encore de nouvelles lunettes qui va nous donner un nouveau paradigme qui va nous permettre, là pour le coup, de pouvoir parler de l'homéorésie. Tu vois? Et c'est ça, en fait, pour revenir à ce que je disais au début de l'entrevue, c'est ça que j'ai compris suite aux premières interventions que j'avais faites il y a une dizaine ou quinzaine d'années sur l'homéorésie, où je voyais que les gens n'arrivaient pas à se l'approprier et à se l'intégrer. C'est parce que justement, ils n'avaient pas encore suffisamment les outils, étape par étape, pour pouvoir se dire: «OK, là j'ai compris, là j'y suis, maintenant je peux continuer à avancer». Il y avait trop de nouvelles choses et du coup, ils revenaient en arrière parce qu'ils n'avaient pas de lieu pour s'accrocher et pour pouvoir vraiment s'appuyer dessus.
Bah, Donc, c'est un petit peu comme ton foie, en fait, par rapport à l'exemple oui, de tout à l'heure. Si mmh, les personnes n'ont pas le cadre extrêmement élargi de ce qu'engage l'homéostasie, et également l'hormèse, ils ne peuvent pas c'est ça, comprendre c'est ça. la Parce que subtilité. l'homéostasie, si tu veux, c'est vraiment un principe, c'est un principe de régulation, d'accord? Et l'hormèse, on va dire que de la façon dont il est, abordé aujourd'hui, c'est un principe de renforcement, d'accord? Mais si tu réfléchis bien, tu comprends bien qu'il ne peut pas y avoir de renforcement s'il n'y a pas de régulation. Mmh. Exactement. Tu vois bien que le renforcement, c'est la conséquence de la régulation. C'est parce qu'il y a de la régulation qu'il peut y avoir du renforcement. C'est un acte qui amène finalement à 2 réponses parallèles. C'est ça. Et donc, c'est pour ça on a été obligé de faire d'abord, de revoir, de remettre à jour les notions d'homéostasie pour pouvoir prendre la mesure de ce à quoi nous amènent réellement au XXIe siècle les notions qui sont rattachées à l'hormèse. Mais Mmh. sans ça, c'est vain, en fait, de vouloir traiter de l'hormèse en ayant, si tu veux, les outils de l'ancienne homéostasie. C'est comme si tu voulais faire aujourd'hui fonctionner, je ne sais pas, les premiers ordinateurs Atari, tu vois, avec des processeurs d'aujourd'hui. Tu Ouais, peux c'est pas pas, possible, tu peux c'est pas, pas c'est pas possible. possible. Il faut prendre les choses dans l'ordre, en fait. L'exemple est très bien. Je voudrais qu'on recale une petite définition sur l'hormèse, qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler d'hormèse, même si le cadre juste pour voir un petit peu, tac, pour que ça leur parle. J'en ai quelques-unes, mais peut-être tu en as Ouais. une sympa à parler? Ouais, bah, moi, comme je travaille sur une redéfinition dans ma formation, moi, je pars pour l'instant de la définition qui est, si tu veux, admise dans la communauté actuellement. Donc, il y a beaucoup hein, de définitions. Il y a beaucoup de définitions différentes. Celle qu'on retrouve, si tu veux, qui synthétise un petit peu l'ensemble, c'est qu'en fait, c'est une réponse de stimulation des défenses biologiques, donc qui est généralement dit favorable à des expositions donc de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes qui sont des générateurs dits de stress. Voilà, ça c'est un peu la définition, si tu veux, qui recoupe, qui reprend l'ensemble des termes clés par rapport à l'hormèse, qui sont le stress, qui est une extension de la toxine donc de Schultz à l'époque, Ouais, et gauche. qui est la notion de généralement favorable. Et c'est très important parce que la définition actuelle, effectivement, elle te dit que c'est généralement favorable. Et nous, on se penchera vraiment sur ce qui se cache derrière ce généralement favorable. Et Mmh. surtout, la question qu'on va poser, peut-être la question la plus importante, c'est favorable pour qui ou pourquoi? Est-ce que c'est favorable par rapport à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure pour le foie ou pour le corps tout entier? Tu vois la subtilité? Ou Parce qu'il pour va y avoir l'espèce? il va y avoir un moment, peut-être que ce qui va être favorable pour le foie localement va être défavorable pour le système entier. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on évalue ce qui est favorable et quelle échelle est-ce qu'on emprunte subjectivement pour dire que c'est quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif? Et c'est pour ça que tous les outils que nous avons étudiés lors du premier module de l'homéostasie, parce qu'on a fait un module, un chapitre très important sur l'histoire de la cybernétique, Mmh. d'accord? On va utiliser la notion donc des boucles de rétroaction négatives, mais aussi positives, qui sont complètement oubliées dans le monde de la cybernétique aujourd'hui, qui vont nous donner des clés pour comprendre ce qui se passe à l'échelle du système entier, lorsque localement, il y a des événements qui peuvent nous paraître favorables. Ça, Et là, et je là on pense risque d'avoir quelques surprises. un jour, il faudra que je te réinvite parce que la thématique de la cybernétique, devrait être systématiquement, apprise, abordée, que ce soit dans les Mais écoles de bien natation sûr, mais ou autres. c'est incompréhensible sinon. C'est pour ça que je te dis qu'il fallait faire d'abord ce module sur l'homéostasie pour le reprendre avec tous les outils qui ont été développés depuis et qui nous ont permis de mieux comprendre les fondements de l'homéostasie. Mais à l'époque où Bradford Cannon a créé ce néologisme, on n'avait pas les outils.
On a juste compris qu'il se passait quelque chose d'important et donc on a donné un nom nouveau. Mais par contre, tous les éléments qui ont permis de détailler, de préciser, de peaufiner la profondeur de ce concept sont venus après. Ouais. Sauf qu'on n'a pas fait de mise à jour. Et ouais, personne n'a pris le temps de tout Personne. Et redéfinir. donc aujourd'hui, que ce soit en naturo, que ce soit en médecine, quand on parle d'homéostasie, on les prend dans les termes de Claude Bernard. Et plus dans le contexte aujourd'hui avec Mais les exactement, updates. et qui n'a absolument rien à voir avec toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour Non, ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus de progrès. On ne fait plus de progrès. Il n'y a plus de véritable avancée parce qu'on n'a pas encore intégré tout ce qu'on a découvert au XXe siècle. on n'a pas pris en compte finalement tous les Les cadres implications. qui permettent d'élargir la compréhension de ce petit point qui est l'hormèse dans ce gros cadre. C'est ça. Et il y a eu la même chose avec l'homéostasie et la même chose avec l'hormèse. Et donc, pour revenir, si tu veux, à l'homéorésie, donc qui est le dernier module pour le coup, et en fait, c'est la somme des deux. L'homéorésie représente la somme des mises à jour de l'homéostasie plus la mise à jour de l'hormèse, ça te donne l'homéorésie. Et donc, quand j'aurai fini mon module donc, en octobre, je donnerai pour le coup une définition, ma définition de l'homéorésie, mais qui sera compréhensible parce que les gens auront fait tout ce travail pendant les 7 mois. D'accord? Mais si là, je te donnais la définition, elle serait incompréhensible. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que du coup, ta définition qui reprend des thématiques du coup comme la cybernétique qui sont arrivées après Waddington, qui était le premier à parler d'homéorésie, sera du coup une version updatée de son homéorésie par rapport à l'ensemble des systèmes. Mais en fait, si tu veux, l'homéorésie, c'est un terme qui est venu justement par la suite, par justement des physiologistes qui, comme Bradford Cannon, avaient compris qu'il y avait des choses que nous n'avions pas intégrées et qu'il fallait encore à nouveau créer un néologisme. Mmh. C'est la même chose. Sauf qu'en science, en fait, on a près d'un siècle d'écart entre les sciences de la vie et les sciences de la matière. Il y a à peu près un siècle d'écart. Et donc, le terme homéorésie, qui est né dans les années 70, d'accord, va commencer justement à rentrer, nous, dans notre jargon, là, probablement dans les 10-15 années à venir. Okay, parce qu'il y a vraiment un siècle de décalage. Mais moi, ce que je propose simplement, c'est pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas en profiter dès aujourd'hui? Apprenons de l'histoire, apprenons de l'histoire des sciences. On sait, on a vu comment ça s'était passé précédemment, on a vu qu'il y avait toujours des écarts et qu'il y avait un temps entre ce qu'on découvrait dans les sciences de la matière pour que ça intègre ensuite les sciences de la vie. Mais maintenant qu'on le sait, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas le nécessaire pour réduire ce temps et pouvoir en profiter? Et j'amène juste une idée un peu rigolote quand tu feras ton cours là, sur le troisième volet avec l'homéorésie. Ouais. Il y a quand je reprends finalement, comme tu dis, la somme de cette homéostasie, la somme de cette hormèse et sur le update que prend en compte ces lois de la cybernétique, il y a une phrase qui me vient en tête d'un Français que tu connais sûrement aux États-Unis qui s'appelle Vol West. Oui. Et il dit to become harder to kill. To become harder to kill. Et je trouve ça vachement intéressant comme concept, de devenir plus difficile à tuer. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais oui, mais c'est certain, c'est certain. Et aujourd'hui, notre principal frein n'est pas justement dans la limitation de notre technologie et notre capacité à découvrir de nouvelles choses, mais c'est notre capacité à nous remettre en question et à remettre en question ce que nous avons cru comprendre et que nous avons mal interprété jusqu'à présent, pour lesquels nous n'avons pas pu mesurer les réelles implications. Voilà. Donc en fait, il faut qu'on accepte de façon humble de s'arrêter, de revenir en arrière, de reprendre les fondamentaux et d'essayer de dire, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On a été trop vite, effréné dans cette frénésie de la technologie, du toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais en fait, on a plus pris le temps de vraiment apprendre les choses et on est passé à côté de l'essentiel. On est passé à côté de l'essentiel. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un mur parce que les outils dont on avait besoin étaient là,
mais on ne les a pas attrapés. On les a pas attrapés. Non, mais complètement, complètement. Et toi, tu étais du coup en France le premier à vraiment dire aux gens: «Stop, regardez, on va parler de toutes ces thématiques-là. On va revoir ce qui a été dit, les updates», désolé Ouais. d'utiliser des anglicismes Non, non, et mais c'est parce que le terme est bon oui, oui, et c'est ça. et du Ouais, coup, regardons un petit peu, redéfinissons aujourd'hui avec le savoir d'aujourd'hui, ces thématiques qui sont essentielles dans la compréhension du vivant et de la santé. ah oui, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un discours en fait, on a un discours Mmh. qui est obsolète par rapport à tout ce que nous savons. Et pour des raisons, X et Y, nous ne prenons pas le temps voilà, de se demander pourquoi. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le domaine de la santé, on tourne relativement en rond. On tourne relativement en rond et l'un des symptômes critiques du fait que que nous tournions en rond, c'est les oppositions. Tu vois, aujourd'hui, dans le domaine de la santé essentiellement, on n'est plus en train de prôner la réflexion, l'échange, le partage. Tout ce que l'on prône, en fait, c'est les oppositions. C'est des oppositions d'idées parce que des gens, contre d'autres, sont persuadés d'avoir raison et que les autres ont tort. Ça, c'est vraiment le signe des dogmatismes. Parce que la science, en fait, elle est en perpétuelle évolution parce qu'elle doit se caler, en fait, sur ce que l'on découvre régulièrement. À partir du moment où quelqu'un croit avoir compris et avoir compris qu'il était arrivé, c'est qu'il se trompe. Obligatoirement. C'est dans la définition même de la science, en fait. On ne pourra jamais être arrivé. Jamais. Donc, à partir du moment où on croit avoir raison par rapport à quelque chose, déjà, ça peut être problématique. Et quand on essaye de l'imposer aux autres, là, là, on commence à tourner en rond. On commence à tourner en rond et on ne trouve pas vraiment de solution parce que quand il y a des oppositions aussi fortes sur des idées liées à la santé, en général, c'est parce que tout le monde a tort. Mmh. Tout le monde a tort. Il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort, c'est que tout le monde a tort. Parce que si on en arrive en fait à ne pas comprendre que lorsqu'on échange des idées, tout le monde a tort et tout le monde a raison, c'est-à-dire que tout le monde détient un petit peu de la vérité, mais une vérité qui est réductrice, donc forcément qu'il faut aller chercher encore plus loin, et bien, à ce moment-là, c'est qu'on est rentré, on s'est enfermé dans une croyance. Et donc aujourd'hui, en fait, on est comme des hamsters dans une cage, on tourne en rond, on essaye de défendre des dogmes ou des idées coûte que coûte, plutôt que d'essayer de comprendre quelles sont les limites de nos croyances. Alors Et que, oui, et les limites de ces croyances, finalement, c'est ce qui va empêcher et les praticiens de santé et certains scientifiques et surtout, ce qui nous intéresse, les gens qu'on a en face de nous, les entre guillemets «malades», plutôt les personnes en état de non-santé, je préfère mieux dire ouais, ça, d'avancer et de comprendre où s'inscrit leur maladie dans leur univers et dans la compréhension du monde, quelque chose de ouais. plus large. Je dirais même pas leur maladie, je dirais l'expression de leur maladie. Mmh. Parce que justement, dans tout ce délire dogmatisme, les gens aujourd'hui, si tu veux, s'identifient à leur maladie. Combien Mmh. de fois, moi, j'ai au cabinet des gens qui me disent: «Oui, mon cancer, ma sclérose en plaques», attendez, c'est, heu, c'est un symptôme, c'est une expression, en fait, c'est pas une maladie que vous avez, c'est une expression de votre santé. Ouais, et ça, c'est une notion qui a été bien développée par Pierre-Valentin Marchesso, où lui, Mmh. il insiste, il dit: «C'est votre état de non-santé», c'est-à-dire qu'un chien, lorsqu'il a une patte cassée, il ne Mmh. comprend pas, il va pas appeler ça en décrivant la maladie avec un «it» à la fin. Ouais, Il est en non-santé et du coup, il y a qu'une voie, c'est d'aller vers la santé. Quelque chose ouais, de: «J'avance, je recule», mais cherchez pas du coup à isoler la problématique. ça donc à mon sens, l'idée, c'est que justement, en faisant ce travail, de 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 redécouvrir et de retravailler, l'ensemble des révolutions scientifiques qui ont eu lieu au XXe siècle et de tous ces chercheurs, mais tellement, tellement pertinents, tellement, incroyables, qui ont été mis de côté, en fait, hein, qui ont été mis de côté parce qu'il fallait avancer toujours plus vite. Eh bien, en fait, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses qui vont débloquer tous les combats d'ego qu'il peut y avoir aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la santé, mais même ailleurs, hein, sur des débats d'idées, nous réunir, nous rassembler par rapport à ça. Et surtout, surtout, ça va responsabiliser à nouveau les gens. Parce que vraiment, la clé, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit des gens débattre
d'idées qui veulent défendre absolument les uns par rapport aux autres, les gens qui remarquent ça ou qui regardent ou qui sont spectateurs de cette scène, ils se disent, attendez, là, lui, il dit ça, et il n'est pas d'accord avec lui qui dit ça, et inversement. Donc, potentiellement, ça veut dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Et donc, potentiellement, ça veut dire que celui qui a raison, il a trouvé. Et donc, potentiellement, s'il a trouvé, c'est lui qui a la solution. Et donc, encore une fois, s'il a la solution, c'est à lui que je dois m'en remettre. Tu vois le glissement, le raisonnement? Alors que, mais absolument pas. Ouais, Il faut pas, mais non, c'est très l'idée, c'est que manichéen. chacun se responsabilise, chacun doit se responsabiliser et chacun doit pouvoir comprendre le sens du cheminement par rapport à sa santé. Et après, il faut aller faire appel à des professionnels par rapport à des choses spécifiques. Mais par contre, il y a au départ, le point de départ initial, il vient de soi. Ouais, complètement, complètement, complètement. Hem, avec quoi on pourrait raccrocher ça? J'ai envie de dire c'est une thématique qui est sans fin. Ça fait déjà 50 minutes que l'on parle, voilà. Je pense Ouais. que les gens, du coup, maintenant, doivent aller à ta formation. Donc je mettrai, en fait, en bas de la vidéo, ton site internet et puis, Ouais. les gens retrouveront les dates. On parle, du coup, de sessions sur 7 mois avec des volets et si Mmh. vous êtes praticien de santé ou juste néophyte ou curieux d'apprendre plus sur le monde, vous devez vous intéresser à ces 3 notions, finalement, qui sont vraiment imbriquées. Et Voilà. oui, parce que ces notions-là, en fait, vont redistribuer notre façon d'appréhender le vivant et va Mmh. nous permettre par la suite, parce que l'objectif de l'académie aussi, c'est par la suite de proposer d'autres formations, Mmh. mais qui pourront être pour le coup perçues avec ce nouveau paradigme, avec tous ces nouveaux outils qui rendront, et c'est l'objectif, qui rendront les académiciens actifs. C'est-à-dire qu'ils ne Mmh. seront pas là assis à écouter quelqu'un qui sait ou qui croit savoir, qui leur transmet quelque chose pour qu'ils repartent avec. Non, c'est qu'il y ait une interaction. Tu vois, de la même façon que par rapport aux boucles de rétroaction négatives, ou même positives en cybernétique, il faut que les transmissions aujourd'hui, dans les formations, deviennent des échanges. Pas juste qu'on écoute un orateur, qu'on note ce qu'il dit et puis après on s'en va. Et puis Parce j'ai que, envie oui, Non, j'ai envie de dire, et puis aussi, il faut qu'ils puissent se raccrocher à un moment de leur vie où ils auraient expérimenté, frôlé entre guillemets, tu vois, ce goulot d'étranglement qu'on parlait de la mort tout à l'heure, oui, frôler, avec des périodes d'hormèse, d'adaptation violente, avoir fait au moins une session de muscu ultra violente hardcore, avoir connu le jeûne, avoir connu l'exposition au oui, froid. mais, l'idée principale, pour moi en tout cas au sein de l'académie, Mmh. c'est d'amener les gens à le faire, non pas parce que c'est bien, ou parce que c'est à la mode, ou parce que moi je considère que c'est quelque chose de bien, mais parce que au travers les outils que nous aurons partagés en redéfinissant les éléments dont on a parlé tout à l'heure, Mmh mh. ça va dans leur raisonnement, dans leur cheminement, au travers de cette réappropriation, ça va faire sens chez eux. Et c'est ce sens-là qui va les amener à dire: «Ah tiens, du coup, j'ai envie de faire ça». Et moi je vais dire: «Non mais attends, tu veux faire ça, mais tu es sûr que tu veux le faire ça?» «Oui, oui, je veux le faire comme ça». Bingo, bingo. Si la Mais personne me dit: «Oui, je veux le faire comme ça» et que moi derrière je lui dis: «Mais attends, tu es sûr? Parce que moi je le ferai pas forcément comme ça» et qu'elle me répond: «Oui, oui, c'est comme ça que je veux le faire parce que», bingo, on a gagné. On a Mais gagné. j'ai envie de dire, même chez une personne, par exemple, qui est vraiment malade et Mmh mh. qui n'a jamais expérimenté, toutes ces lois-là, le fait d'avoir cet enseignement, ces clés en main, mais tout de suite devient plus limpide, plus facile, en fait, Oui, sur le cheminement. mais pour tout le monde en fait, pour tout le monde, parce que même une personne qui est en pleine santé ou une personne qui ne travaille absolument pas dans le domaine de la santé, une personne qui doit au quotidien, faire des choix, même pour elle, pour s'alimenter, pour faire du sport, pour même pour la enfin, c'est quelque chose de et c'était très important pour moi parce que moi, comme j'aborde toujours les éléments de façon systémique, le seul système qu'on peut étudier, c'est celui de l'univers. Mmh. D'accord? Donc, c'était très important pour moi que cette formation, elle ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, qu'elle soit vraiment orientée sur le vivant. Donc, si vous êtes vivant, Si vous êtes on vivant, mais oui, si vous êtes vivant et que vous voulez essayer de réfléchir sur ce que recèle ce terme-là de vivant, tout ce qu'il y a derrière, quels sont vraiment les enjeux et les implications de tout ce que l'on sait aujourd'hui, mais
c'est le travail qu'on fait. C'est le travail que l'on fait. Et tu vois, par exemple, je pense aussi à un pan de population, tous les sportifs de haut niveau, que je vois un petit Ouais, peu comme des Formule 1 extrêmement performantes, mais qui ont besoin de passer régulièrement au stand, qui ont un travail d'adaptation extrêmement poussé. exactement. Ce genre de savoir, pour eux, leur permettrait, Bien sûr. non pas d'avancer, mais d'avoir plus envie, de facilité pour avancer. Mais oui, et ils incarneraient encore plus ce qu'ils vivent, parce que Mmh. ça aurait plus de sens. Le sens, c'est quelque chose de très, très, très important chez l'humain. Le sens, c'est quelque chose de très, très, très important. Et aujourd'hui, là où il y a, beaucoup de souffrance, pour utiliser le terme dont on parlait tout à l'heure en opposition avec la douleur, je parle bien de la souffrance, elle vient grandement, du manque de sens. Mmh. Pour reprendre une phrase de Marchesso, je la répète tout le temps, celle-ci: «Le bon sens fait le bon sang», S-A-N-G, tu vois? Ouais, Et oui, mmh, complètement. oui, oui, Maintenant, je suis totalement vas-y, d'accord. Non, je je suis voudrais te totalement poser d'accord avec cette phrase. je voudrais te poser une question. Est-ce que tu vas du coup au congrès, le congrès du potentiel humain qui est organisé par Pierre Dufraisse? On en a parlé Oui, vaguement. oui, oui, absolument, pour le 9 et 10 juin, hein. Oui, oui, Ouais. j'ai été invité à donner une conférence, parce que j'avais été invité déjà l'année dernière. Mmh. Et donc cette année, j'ai été invité justement à parler, beh, pour le coup, de l'hormèse. Mmh. Pierre m'a demandé justement de redéfinir un petit peu, avec mon approche, l'hormèse, qui va être donc nous, on a avec l'académie, on a toute une semaine entière, où on va traiter donc des fondements, de tous les apports, autour de l'hormèse, donc dans 10 jours. Et j'apporterai une ouverture, parce que là, j'aurai que 2 heures au congrès, une ouverture pour que les gens puissent apercevoir les réels enjeux cachés derrière l'hormèse telle qu'on l'aborde aujourd'hui. OK. Donc oui, donc là, effectivement, dans la thématique, de Pierre, là, on est vraiment sur la pierre angulaire de C'est de le cas sa de dire. thématique. Voilà. Bon, je voudrais te remercier. Je pense qu'on va terminer là pour pas que ce soit trop long. Vous pouvez Ouais. retrouver du coup sous la vidéo l'ensemble des informations, comment accéder du coup à l'école de Pierre Etchard, mais Mmh. également comment accéder, au potentiel c'est le congrès du potentiel humain Concret. de Pierre, de Vérisme TV. Ouais. Et je vous invite à vous abonner du coup, sur Instagram à Pierre Etchard, parce que du coup, il nous Mmh. amène des petites vidéos assez sympas. Et on peut te retrouver sur YouTube, je crois, sur différents types de vidéos. Oui. Tu as peut-être ton propre canal, je Oui, crois? oui, j'ai mon propre canal effectivement, qu'on peut retrouver, où il y a quelques vidéos qui sont déjà, et quelques vidéos à venir, et il va y en avoir de plus en plus. OK. Bon, bah, merci à tous. N'hésitez pas à mettre un like et puis à commenter. Je vous dis à bientôt. Salut Pierre. Merci infiniment, merci pour ton invitation, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, Merci. salut. Ciao. Terminer l'enregistrement, si l'ordinateur veut bien. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu vois aussi l'image, elle est figée depuis tout à l'heure? Oui, il est figé, ouais. Ah putain, ça m'a C'est fait flipper. Je sais c'est pas toi pourquoi elle s'est c'est toi figée. qui est figé. Voilà, j'ai mis tu crois que c'est mon internet qui a en tout cas, Ah le ça y son est, est ça y est, tu revenu. j'ai ah bah là, l'enregistrement est encore en cours. Attends, Et terminer ça y est, l'enregistrement, tu revenu. terminer l'enregistrement, terminer Toi, c'est l'enregistrement.